Raphaël Glucksmann est l'invité de Questions Politiques. Question politique, deuxième partie, toujours avec Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Françoise Fressos du Monde et Karine Bécard de France Inter. Il est entré en campagne en assumant son envie d'Europe et en voulant rassembler la gauche. Il lui reste 3 semaines pour convaincre que tout ne se résumera pas le 26 mai prochain à choisir entre populistes et libéraux et qu'une autre Europe est possible, écologique, sociale, mais aussi culturelle. Il va nous expliquer pourquoi. La tête de liste Place Publique, Parti Socialiste, vient de s'installer avec nous. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. Avant de découvrir votre portrait et de parler de votre projet, question rituelle. Imaginez que vous êtes face à un jeune Français, une jeune Française qui votera pour la première fois le 26 mai. Que lui diriez-vous pour présenter simplement votre idée de l'Europe ? Déjà, je lui dirais que c'est son avenir qui est en jeu, car nous assumons en fait. Nous n'avons pas l'Europe honteuse. Nous assumons le besoin et l'envie d'Europe. Et moi, je lui dirais qu'il faut qu'il s'empare de son bulletin de vote pour porter ce que nous portons avec nos alliés espagnols comme Pedro Sanchez ou belges comme Paul Magnette, c'est-à-dire une Europe sociale, une Europe écologique, une Europe qui rompe avec la religion du libre-échange, qui impose une forme de protectionnisme à ses frontières, une Europe qui accueille les exilés au lieu de les laisser mourir en Méditerranée, une Europe donc fidèle à ses valeurs humanistes et surtout une Europe qui assume d'être un projet politique et pas simplement un marché. Et enfin, je lui dirais que en fait, il a besoin de l'Europe. Et pour qu'il se sente européen, nous, ce que nous lui proposons, c'est une généralisation à tous les jeunes entre 16 et 25 ans du programme Erasmus. Parce qu'en fait, on n'arrivera pas à construire l'Europe si on n'a pas un sentiment d'appartenance à l'Europe, si on ne connaît pas l'Europe. Et donc, il faut un projet pour la jeunesse. Françoise Fressos. Au fond, le grand débat à gauche, c'est de savoir si est-ce qu'on peut être encore européen quand on est de gauche, quand on voit l'évolution quand même extrêmement libérale de la construction européenne. Quels sont vos arguments pour dire ça vaut encore le coup de se battre dans l'Europe actuelle ? Mais mon argument déjà, c'est que il n'y a pas d'autre choix que de se battre dans l'Europe actuelle. Je veux dire, si on sort de l'Europe, si on sort de la construction européenne, comment on peut réguler la mondialisation ? La France seule ? Comment on peut faire face aux grands empires qui nous entourent, que ce soit la Chine, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump ou la Russie de Vladimir Poutine ? Donc on n'a pas de choix, mais simplement ça dépend du rapport de force politique. C'est ça qui détermine la politique qui est menée à Bruxelles, c'est le rapport de force politique. Et c'est pour ça que nous on s'inscrit dans une stratégie avec les sociodémocrates européens qui est celle d'une confrontation avec l'Europe libérale. Vous avez vu ce qui s'est passé en Espagne ? En Espagne, il y a 2 ans, l'ensemble des analystes expliquaient, mais de manière très docte et très sûre d'elle-même, que le socialisme était fini et que désormais c'était soit le populisme, soit la droite libérale. Et la leçon qui est administrée, c'est que quand on a une politique de gauche qui est menée, ça peut être validé par les élections. Et ce qui est possible en Espagne est possible ailleurs. Tout le monde s'est félicité du résultat des élections espagnoles et c'est vrai que Marine Le Pen a applaudi le résultat de Vox. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi applaudi les résultats de l'extrême gauche. Non mais il arrive en tête, mais il n'est pas majoritaire quand même. Cher Ali Badou, oui, quand même. Il arrive en tête. Je pense que tous les partis de gauche en Europe rêveraient de faire ce score. Ça, je vous l'accorde. Et par ailleurs, souvenez-vous vraiment qu'on expliquait que le Parti socialiste espagnol était mort, que désormais c'était Podemos contre la droite. Mais comment expliquez-vous justement cette renaissance du Parti socialiste espagnol au moment où le Parti socialiste français apparaît quand même mal en point ? D'où ça vient ça ? Raphaël Glucksmann. Parce que, fondamentalement, il y a eu une politique de gauche qui a été menée. Augmenter le SMIC de 22%, imposer le congé parental égalitaire entre hommes et femmes. Tout ça, c'est des marqueurs. Et proposer, dans la campagne électorale, la constitutionnalisation de l'indexation des retraites. Moi, le message qu'on reçoit, c'est que quand on fait une politique de gauche, on génère un enthousiasme dans la population et donc on est capable de gagner les élections dans la confrontation face au libéralisme. Et c'est pour ça qu'il faut rompre. Oui, moi, je crois vraiment à l'avenir de la social-démocratie, mais une social-démocratie qui tire les leçons de ces échecs passés, de ces capitulations face au mais ça, c'est pas de la social-démocratie, là, c'est du socialisme, en fait, qu'ils font, purement et simplement. Quand on entend augmentation du SMIC de 22%, c'est pas de la social-démocratie. Mais ce qu'on a appelé la social-démocratie pendant longtemps, c'était en fait du libéralisme accepté. La vérité de la social-démocratie, à l'origine, c'est un projet de correction des inégalités du marché. C'est l'affirmation que la puissance publique peut façonner un territoire, peut façonner une société plus juste, que la politique, c'est pas simplement suivre les lois du marché, et que finalement,
finalement, un peuple peut décider de réorienter la manière dont on construit ensemble une cité. Nathalie Saint-Cric. Alors vous avez dit que vous refusiez l'opposition pavlovienne, c'est-à-dire cette espèce de réflexe. D'ailleurs, on a vu, toutes les têtes de liste ont demandé la démission de Christophe Castaner. Je vous ai pas entendu la demander. Est-ce que finalement vous n'êtes pas insuffisamment pavlovien et que c'est pour ça que vous ne décollez pas dans les sondages ? Mais vous savez, moi déjà j'ai expliqué, c'est une élection sur l'Europe. On parle d'Europe tous les 5 ans. Et pourtant, 80% des règlements qui impactent notre quotidien sont décidés à l'échelle européenne. Et là, je vois bien que le président de la République essaye de faire la campagne la plus courte possible. Vais-je parler ? Quand vais-je parler ? Et résultat, on a une campagne courte. Donc il faut qu'on parle d'Europe, vraiment d'Europe, parce que c'est notre avenir. Finalement, l'air qu'on respire, la qualité des aliments qui sont dans notre assiette encore dépendent de l'Europe. Pouvoir vous entendre et que vous puissiez vous exprimer et être élu. Donc, monter dans les sondages. Bien sûr. Enfin, dans les sondages, dans les votes. On va monter dans les sondages en exposant notre projet, en faisant campagne. La campagne, elle commence tout juste. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opposition. Il n'y a pas eu d'effet, Raphaël Glucksmann. Il y a une opposition extrêmement clair entre ce que nous proposons et ce que Emmanuel Macron fait depuis 2 ans. Et je sais très bien, il y a beaucoup de vos auditeurs, des gens qui nous écoutent, qui ont voté en 2017 pour un candidat qui promettait de renouer avec l'humanisme en France, qui promettait un pacte girondin et une décentralisation, qui promettait une politique équilibrée, qui promettait la réconciliation des Français. Ça fait 25 semaines qu'on connaît les tensions, la violence, la colère sociale. Il a tout fait, sauf réconcilier les Français. Il a fait une politique qui est clairement une politique de droite, qui est une politique libérale qui vise à casser les services publics. Donc oui, il y a une opposition extrêmement forte. Par contre, moi, je ne vais jamais rentrer dans les questions politiciennes. Je ne suis pas comme ça. Et quand, par exemple, il fait l'indexation, il fait l'indexation. Qui est en train de se nouer là, non ? Il fait l'indexation des retraites. Il revient là-dessus. Mais moi, je dis que c'est bien. Simplement, c'est une mesure qui vient après 2 ans de politique destructrice. Et c'est, en fait, les gens, s'ils sont contents de ce qui a été fait depuis 2 ans, ils peuvent tout à fait voter pour la liste La République En Marche. Mais la vérité, c'est que depuis 2 ans, on monte vers une forme d'incandescence dans la colère et même parfois dans la haine dans notre pays. Et donc il est important pour l'équilibre même de la France qu'il y ait une gauche crédible qui propose une alternative sociale et écologique à la politique qui est menée. Et c'est cette gauche-là qu'on entend fonder, refonder et construire. Et les Européennes ne sont qu'une étape dans cette logique. On va parler de votre projet européen, Raphaël Glucksmann, juste après votre portrait. Il est signé Karine Bécard. Raphaël Glucksmann, vos premiers pas politiques en tant que tête de liste sont apparus assez surprenants. Avoir osé dire, à l'issue du premier débat, que probablement vous n'étiez pas fait pour cela. Vous vous êtes placé d'emblée aux antipodes de ce qui s'est toujours fait. Vous cassez quelques codes. Peut-être que c'est ce que veulent les Français, mais reconnaissez, Raphaël Glucksmann, qu'il n'est pas si facile de savoir vraiment ce qu'ils souhaitent en ce moment. En tout cas pour vous, politiquement parlant, tout est allé très vite. D'abord, un livre, Les enfants du vide, publié en octobre dernier. Les lecteurs les plus avisés y ont tout de suite vu une envie de vous lancer. Effectivement, dans la foulée, vous créez Place Publique pour rassembler la gauche, c'était ce que vous disiez. Et puis finalement, vous devenez tête de liste avec une partie des socialistes, mais sans avoir su fédérer. C'est un sacré pari pour vous, Raphaël Glucksmann, qui jusqu'ici étiez essayiste. En 2008, premier ouvrage, vous écrivez avec votre père, le philosophe André Glucksmann, sur mai 68, expliqué à Nicolas Sarkozy. Pour la première fois, Glux va à un meeting électoral soutenir un candidat, qui plus est un candidat de droite aux élections, et il se retrouve avec un discours sur mai 68. Et moi, j'étais hyper gêné pour lui, et pendant tout le discours, je regardais pas Sarkozy, je le regardais en me disant il va être gêné, il va être gêné, il va être gêné. Il était en train de rire. Voilà pour l'origine du livre que vous précisez ce 1er mars 2008 sur le plateau d'On n'est pas couché. À l'époque, Raphaël Glucksmann, vous avez 28 ans, c'est votre période sarkozyste, libérale et atlantiste. Avant cela, il y a eu votre combat pour la vérité sur le génocide au Rwanda. Après, il y a eu l'Ukraine et surtout la Géorgie. Pendant 5 ans, vous avez été le conseiller du président Mikhail Saakashvili. Donc oui, vous aimez vous engager, vous aimez descendre dans l'arène et défendre vos idées. Aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, à 39 ans, vous vous présentez comme un essayiste qui s'essaie à la politique. Certes, sauf qu'avec 5% dans les sondages, et même parfois à peine, vous n'avez pas réussi à apparaître comme un nouveau phénomène. Alors, allez-vous priver le PS de tous ses eurodéputés ? Ferez-vous chuter le parti plus bas qu'il n'a jamais été ? Lourde responsabilité. Réaction, Raphaël Glucksmann ?
Non, je suis un combattant et je pense qu'on va faire un score qui va vous surprendre. Il y a un enthousiasme qu'il faut retrouver. Vous savez, quand la gauche est basse, il faut plonger en soi et savoir vraiment pourquoi on se bat. Alors nous, on va mettre tous les sujets sur la table. Le sujet de la solidarité. Pourquoi à Bordeaux, la salle, elle n'est pas remplie, par exemple? C'est votre dernier meeting. C'est pas vrai. On a 700 personnes à Bordeaux, 2 fois plus que les Verts au même moment. À Limoges, on est 700 aussi. Et il n'y a aucun parti qui fait ça. La République En Marche ne fait pas ça. Il n'y a que nous et les Insoumis qui sont capables de remplir des salles comme cela. Donc il y a un effet Glucksmann, mais nous, la presse, on s'en rend pas compte. Il y a un enthousiasme à la base. Mais juste, j'aimerais faire un sort à cette présentation sur Sarkozy. C'est complètement faux. C'est-à-dire que la vérité, et d'ailleurs c'était dans l'extrait que vous avez sorti, on fait un livre pour expliquer justement et défendre mai 68 face aux attaques de la droite et notamment celle de Nicolas Sarkozy. Et c'est mon père qui donc fait ce choix et qui en sort tout de suite après, 6 mois plus tard, sur la question de la politique des Roms. Par contre, ce qui est vrai, c'est que moi j'ai évolué sur la question du libéralisme et j'ai écrit des livres pour en parler parce qu'entre-temps il y a eu la crise de 2008 et que je pense d'ailleurs que cette conversion de la gauche au libéralisme explique largement la crise de la démocratie aujourd'hui en Europe et la montée des populismes. Mais en 2007, vous votez Sarkozy ou Royal ? Mais non, je ne vote pas pour Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas un militant Sarkozy. Il faut arrêter avec cette fake news qui c'est dit une fois pour toutes. Voilà, c'est réglé. Françoise Fressoz. Avant de rentrer dans le détail du projet, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites, la gauche s'est convertie au libéralisme, elle s'est perdue dans le libéralisme. Mais la gauche, elle a été très internationaliste. Et aujourd'hui, quand on lit votre projet, vous êtes plutôt sur un retour au protectionnisme. Comment est-ce que vous européen, mais comment est-ce que vous conciliez ça ? Est-ce que c'est pas un revirement de doctrine ? Et est-ce que vous ne faites pas monter justement l'escalade protectionniste en disant maintenant il faut se protéger ? Il faut constituer une souveraineté européenne. Il faut assumer que l'Europe devienne une puissance politique. Une puissance politique, ça doit être capable de décider des normes et des principes qui fédèrent sa société. Vous savez, moi j'étais à l'île de la Réunion. Eh bien, vous avez un poulet brésilien sur les marchés de l'île de la Réunion, un poulet brésilien élevé au Brésil. Ensuite conditionné en Roumanie, il arrive sur les marchés de la Réunion et il est 2,5 fois moins cher que les poulets élevés sur l'île de la Réunion. Mais ça, c'est pas de l'internationalisme, c'est un système qui marche sur la tête. Et donc, il va falloir justement, pour éviter l'immense insurrection nationaliste qui est en train de ravager l'Europe, il va falloir arrêter avec cette religion du libre-échange. Je veux dire, on a constitué un marché ouvert aux 4 vents, alors que tous les autres acteurs de la mondialisation savent se protéger. Et donc ça, il va falloir rompre avec ça. Et pas à l'échelle nationale, à l'échelle européenne. Et c'est ce qui va permettre à l'Europe de s'affirmer dans la mondialisation. C'est pareil sur la concurrence libre et non faussée. Comment vous voulez faire pour qu'émergent des champions européens capables de mener la lutte contre les multinationales étrangères dans le cadre de la mondialisation si on impose comme ça cette règle dogmatique de la concurrence libre et non faussée? Non, il faut que les États européens, il faut que l'Union européenne elle-même puisse favoriser l'émergence de champions industriels européens. Et par ailleurs, nous, on est la seule liste qui assume, mais réellement assume, même si c'est impopulaire, eh bien que si on veut que l'Europe fasse plus de choses, il faut qu'elle ait plus de budget, il faut qu'elle ait des ressources propres, il faut qu'elle ait la capacité par exemple, lever un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés. Et pourquoi ? Parce que dire juste, il faut que l'Europe soit plus écologique, il faut que l'Europe soit plus sociale, et dans le même temps ne jamais parler des ressources qu'on affecte à l'Union européenne, eh bien c'est de l'hypocrisie. Si on croit dans le destin politique de l'Europe, il faut lui donner les moyens de ce destin. Ça veut dire qu'on enlève les contributions des États à l'Europe et on fait un impôt européen. Non, on les maintient. On maintient les contributions à l'Europe, effectivement, et c'est notre grande différence avec beaucoup de listes qui n'assument pas cette solidarité européenne. Oui, les pays les plus riches en Europe doivent abonder le budget européen pour financer des projets dans les pays les plus pauvres, et c'est le principe même de la solidarité européenne, mais ça ne suffira pas, donc il faut des ressources propres. Une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, donc un protectionnisme vert et solidaire, et un impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, pas les TPE-PME. Mais vous savez quoi ? Aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices des grandes sociétés, ça veut dire les dividendes versés aux actionnaires, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et aux États-Unis, qui est quand même pas un pays ultra-bolchevique, vous me l'accorderez, cet impôt sur les bénéfices des grandes sociétés était, depuis Roosevelt jusqu'à Trump, de 38%. Trump fait un big bang néolibéral et le baisse à 24%. En Europe, le taux est 19%.
En fait, l'Europe, aujourd'hui, est le continent le plus libéral qui permet aux actionnaires d'empocher le plus d'argent. Et si on veut mener des transformations sociales et écologiques, il va falloir que ceux qui ont le plus d'argent contribuent avant ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler. Vous l'avez dit tout à l'heure, parfois vous faites des propositions qui peuvent ne pas être très populaires. Dans le premier débat sur France 2, où vous avez dit que vous n'étiez pas très à l'aise, vous avez quand même eu un échange sur l'immigration, sur Schengen, en considérant en gros que les autres se comportaient de façon inhospitalière. Ça, c'est la version basse, ou immonde, c'est la version haute. Est-ce que vous renvoyez dos à dos? On a entendu tout à l'heure Nathalie Loiseau, François-Xavier Bellamy et le Rassemblement national, en considérant qu'en termes d'immigration, ils font des propositions qui sont bonnet blanc et blanc bonnet. Raphaël Glucksmann. Non, je ne renvoie pas dos à dos. Je sais que le nationalisme porté par le Rassemblement national est infiniment plus violent que la droite libérale qu'on a aujourd'hui au pouvoir. Maintenant, quand on entend les macroniens dire qu'ils sont le rempart face au Front National, mais c'est un rempart de papier, c'est de la stratégie électorale. En réalité, ils reculent sur toutes les idées. Ils reculent sur l'accueil. Moi, je me souviens d'un candidat qui disait que Angela Merkel avait sauvé l'honneur de l'Europe et qu'il fallait renouer avec la France humaniste. Et c'est ce même candidat qui est devenu président refuse d'accueillir l'Aquarius. Heureusement que Pedro Sanchez a ouvert ses ports. C'est le même candidat qui nomme Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, qui va ensuite répéter mot à mot les slogans de Salvini sur les ONG, qui sauvent pourtant notre honneur en sauvant les gens qui se noient en Méditerranée. C'est Madame Loiseau qui parle de shopping de l'asile. Moi, je ne remonte pas à ses errements politiques quand elle avait 20 ans. Mais par contre, quand on parle de shopping de l'asile pour parler des gens qui sont en train de crever dans nos mers, eh bien, je trouve ça profondément scandaleux. Mais c'est pas seulement sur la question des migrants qui n'assument pas d'être un rempart idéologique au Front National, sur la question des libertés publiques qui reculent, sur la question de la solidarité européenne. Moi, je suis marqué par la manière dont ils ont eu une Europe un peu honteuse quand Madame Loiseau dit, eh bien, nous n'avons quand même pas payé pour construire des routes en Bulgarie ou en Hongrie. Mais si, je suis désolé, et c'est impopulaire de le dire, mais c'est ça le principe même de l'Europe. Si on ne fait pas ça, eh bien, on remet en cause les solidarités qui fondent le projet européen. Et donc, pas de détournement du droit d'asile, comme l'a dit le chef de l'État, pas de détournement du regroupement familial, vous considérez qu'il n'y a aucun problème? Non, moi je considère d'abord que quand on est dans un débat, et c'était ça la réaction, quand on est dans un débat où la question porte sur les gens qui se noient en Méditerranée et qu'on a 3 réponses de suite, de la droite, de l'extrême droite et donc de la droite libérale d'En Marche, et que personne n'est capable de dire la première chose à faire c'est qu'on relance Mare Nostrum et qu'on les sauve, eh bien oui, c'est un scandale. Ça veut dire qu'on a perdu la bataille culturelle, on a perdu la bataille sémantique, et c'est ça qu'il va falloir réassumer. Alors bien sûr, En Marche est bien plus haut que nous dans les sondages, mais la vérité c'est que si on n'assume pas cette bataille culturelle, cette bataille idéologique, alors on n'est pas un rempart contre le Front National. Vous pourriez partager ce combat-là, enfin en tout cas vous le partagez avec Anne Brossard, la liste communiste. Sur l'écologie, vous rêvez d'une sociale écologie, mais je trouve que sur l'écologie c'est un peu compliqué parce que finalement on retrouve des propositions de Yannick Jadot, le candidat vert, on retrouve des propositions de la République En Marche. Quelles sont vraiment vos propositions qui vous distinguent en fait de vos concurrents? Raphaël Glucksmann. Déjà, la première chose, il y a des différences par exemple avec les Verts, c'est que vous en rêvez de cette grande banque pour la transition écologique? Justement, c'est pas juste une banque. C'est pas juste une banque. J'ai bien vu que la République En Marche a repris la proposition de Monsieur Larouturou, qui est sur notre liste, de créer une banque climat. Mais c'était pas que ça. C'est pas juste une banque. C'est un pacte finance climat et biodiversité, ce qui veut dire que on a la création d'une banque climat qui peut faire des prêts, et on a la création d'un budget climat qui peut lancer des investissements. Mais ce budget climat, il suppose ces taxes dont on parle sur les bénéfices des grandes sociétés. Et qu'est-ce qu'on veut faire avec ce pacte finance climat et biodiversité? C'est montrer qu'en fait, la transformation écologique de nos sociétés, c'est une grande aventure de justice sociale et qu'on ne peut pas distinguer les deux. Le grand plan de rénovation thermique des bâtiments et des logements qu'on entend lancer à l'échelle européenne, eh bien, ça permettra de faire des économies au foyer français jusqu'à 1 000 € et de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le même mouvement. Alors, ce qu'on entend partout, c'est de dire non à l'écologie punitive. Mais alors, pour proposer une alternative, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer qu'en fait, en prenant l'argent là où il est, on peut faire de la transformation écologique, justement, une réhabilitation du sens de justice sociale, que ça va réhabiliter l'idée qu'on peut investir dans sa société, que les dépenses publiques ne sont pas un problème, mais qu'elles peuvent être une solution. Bref, ça nous permettra quoi? Eh bien, de réhabiliter l'idée même de gauche politique. Et c'est ça le sens de notre mariage entre social et écologie. Combien d'États, en fait, qui sont en capacité de défendre ces idées-là? Et vous avez quel allié au Parlement européen pour imposer ça? D'autant que les mesures fiscales doivent être adoptées à l'unanimité des États membres pour le coup, et que la création de nouvelles taxes, ça relève des États membres. Justement, c'est faux, ça s'appelle les coopérations renforcées, et en matière fiscale, c'est tout à fait possible. Et donc... en matière de fiscalité directe
attendez. Le traité sur l'Union européenne ne comporte aucune compétence en matière de fiscalité directe. La taxe sur les transactions financières, c'est tout à fait possible de le faire en coopération renforcée. On a besoin de 11 États. Donc la question, c'est pas celle de l'unanimité. Par contre, la question, c'est celle des coalitions politiques et des alliés. Vous avez raison. Et c'est pour ça que moi j'appelle les électeurs de gauche à nous rejoindre, parce que nous avons des alliés. Nous avons Pedro Sanchez. Nous avons les sociodémocrates finlandais, notamment au Parlement européen. Bien sûr. Et au Parlement européen, nous allons siéger dans le groupe social-démocrate. Et le grand enjeu de ces élections, c'est de savoir qui des sociodémocrates ou du PPE, donc de la droite libérale, sera en tête. C'est ça le grand enjeu. Vous savez, à l'échelle européenne, le face-à-face entre nationalistes et progressistes, entre Macron et Le Pen, il fait pchit. Ils vont dans des petits groupes. L'enjeu, c'est de savoir si la gauche sera en tête ou la droite sera en tête. Mais les sociodémocrates, ils sont où aujourd'hui? Au Parlement, vous avez des alliances. C'est-à-dire que souvent, on a vu le PPE s'allier avec les sociodémocrates. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez, ou quel type d'alliance voulez-vous créer pour faire avancer vos sujets? Il faut réintroduire des clivages dans les institutions européennes. Et donc, l'alliance qu'il faut porter, c'est d'abord une alliance à gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de trouver un candidat qui puisse réunir les sociodémocrates et les écologistes et d'autres partis de la gauche. Moi, je l'ai, ce candidat. Il s'appelle Paul Magnetz en Belgique. Vous savez, Paul Magnetz, c'est l'homme qui s'est opposé. Au début, il était seul au traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Et il est devenu l'homme le plus populaire de Belgique. Pourquoi? Parce qu'il a réussi ce mariage entre le socialisme et l'écologie. C'est ça l'avenir de la gauche. Vous avez tenté en France. Bien sûr. Et vous savez quoi? Je tenterai jour après jour pendant toute ma vie de le faire, parce que c'est la seule avenir. On a besoin, en France et en Europe, mais en France, d'une alternative sociale et écologique au libéralisme et au nationalisme. On ne peut pas se contenter de ce match. Enfin, je veux dire, on essaye de nous prendre en otage, de nous imposer un face-à-face qui nous condamnera éternellement à voter pour Emmanuel Macron et les libéraux pour faire barrage au Front National. Mais à la fin, on sera des castors fatigués, on arrêtera de voter et on aura l'extrême droite au pouvoir. Et donc, il faut qu'il y ait une alternative qui émerge. Et cette alternative, elle se fondera sur ces deux piliers, la social-démocratie et l'écologie. Je rappelle quand même qu'au Parlement européen, les Verts, très souvent, vont chercher le soutien de libéraux pour faire passer un certain nombre de... Bien sûr, mais nous, ce qu'on leur dit, c'est que justement, il faut créer une gauche. Et donc, on peut avoir même un candidat unique. Mais est-ce que ça veut dire... Attends, c'est compliqué, parce que est-ce que ça veut dire que à la prochaine législature, la prochaine mandature du Parlement européen, vous refusez toute alliance avec, par exemple, les libéraux, si jamais il faut faire opposition à l'extrême droite? On refusera c'est écrit dans les textes qu'on a signés pour faire les accords, on refusera en tout cas la cogestion gauche-droite des institutions européennes et du Parlement européen. Parce que c'est ça précisément qui a fait perdre son âme à la social-démocratie européenne. On le voit bien à chaque fois qu'il y a une coalition avec la droite libérale, comme en Allemagne par exemple, qui paye les pots cassés? C'est la gauche, parce qu'on voit plus la différence ensuite. Or, pour qu'on vote à gauche, il faut qu'on voit une différence. Vous savez, quand vous êtes juste pour la préservation de l'ordre établi, vous n'avez pas besoin de susciter l'enthousiasme, vous n'avez pas besoin de romantisme dans votre rapport à la politique. Mais nous, on a besoin de ça. Si on veut réhabiliter la puissance politique, si on veut réhabiliter l'idée que l'Europe peut être une protection contre la mondialisation la plus sauvage, si on veut réhabiliter l'idée qu'on peut transformer nos sociétés par la politique, il faut qu'on suscite cet enthousiasme. Et cet enthousiasme, il ne peut qu'être dans une forme de rupture avec justement les plus libéraux des conservateurs. Alors à propos de romantisme, est-ce que vous avez renoué avec François Hollande? Est-ce que son attitude serait un peu plus bienveillante? Est-ce que c'est vrai que Christiane Taubira va vous suivre? En gros, est-ce qu'il est socialiste ou ou encore socialiste, vont se décider de se bouger un peu pour vous venir en aide? Eh bien, Christiane Taubira, c'est très bien que vous associez romantisme et Christiane Taubira, parce que c'est une grande figure romantique, Christiane Taubira, et qui porte des principes humanistes extrêmement puissants. Christiane Taubira, on fera un meeting ensemble à Rouen, et le 15 mai. Le 15 mai, exactement. Et je suis, moi, fier et heureux de partir au combat avec quelqu'un comme Christiane Taubira, parce que justement, c'est le rapport à la politique que moi, je veux voir renaître. C'est une idée qui est au fond très française et qui a été le cœur de la gauche française pendant longtemps. C'est l'idée que la politique, c'est pas juste de la gestion, c'est pas juste de la communication. Et François Hollande, qui en achetant du muguet, manifestement, a trouvé qu'Yann Brossat faisait une campagne formidable. Il a acheté du muguet à des vendeurs du Parti communiste, il faut préciser. Vous connaissez François Hollande, c'est l'humour de François Hollande. Alors, mais quand il aura fini de rire, est-ce qu'il va prendre position? Est-ce que vous étiez fier d'être obligé d'aller serrer la main à François Hollande? Mais moi, j'appelle tous les socialistes à nous rejoindre, et au-delà de ça, tous ceux qui pensent qu'il faut une gauche dans notre pays, qu'on peut pas se contenter de ce face-à-face-là. Et je pense que
ce que nous on est en train de faire, c'est Parce poser que la François première Hollande pierre. se demandait si la gauche existait encore. Socialiste. Eh ben, La alors, gauche- je vais vous répondre. La gauche, elle existe encore. Et alors, Mais elle a elle est aujourd'hui, dispersée. elle a aujourd'hui un problème de traduction politique. Mais la gauche, elle existe dans tous les gens qui vont faire des maraudes pour aider les sans-abri. Elle existe dans les gens qui ont ouvert leurs portes aux migrants, dans les gens qui luttent pour faire émerger des coopératives qui respectent la nature dans notre monde rural. Eh bien, la gauche, elle existe partout. Nous, ce qu'on veut faire, c'est enfin créer un débouché politique à cet humanisme et à cette solidarité, à cet esprit de solidarité sociale qui existe partout dans notre pays. Il y a des centaines de milliers, des millions de Français qui se sentent aujourd'hui orphelins de la gauche. Et moi, ce que je leur dis, je m'adresse à eux, je leur dis, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est la première pierre, c'est le début d'une grande aventure. On ne peut pas se contenter d'une scène politique aussi moribonde et aussi nauséabonde qu'un simple face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est maintenant que ça joue, les européennes, c'est une première étape. Françoise. Votre projet, c'est pour une Europe écologique et sociale. Le volet écologie, on l'a bien perçu. Quel est le volet social ? Je vais vous prendre une mesure qu'on entend porter et qui illustre bien la différence d'ailleurs entre la gauche et la droite. C'est l'idée d'un congé parental paritaire à l'échelle européenne. C'est-à-dire que, pour chaque foyer, il y a 8 mois de congé parental répartis, 4 mois pour les hommes, 4 mois pour les femmes, et que ce soit une obligation européenne. C'est la Commission européenne qui portait ce projet. Pour une fois, elle avait un projet d'avancée sociale et ça a été bloqué. Ce projet a été bloqué par le soi-disant progressiste Emmanuel Macron. Et donc, ça, c'est une mesure qu'on veut porter immédiatement. Parce qu'en plus, il y a la possibilité de construire une majorité autour de cette mesure au Parlement-là, puisque c'est la France qui l'a bloquée. Et par ailleurs, ce qu'il faut, c'est rompre avec cette logique de la moins-disance sociale. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un fonds pour l'harmonisation par le haut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ailleurs, en Europe, il y a des pratiques sociales qui sont beaucoup plus positives et solidaires qu'en France. Je vais prendre juste un exemple. Le programme Logement d'abord en Finlande. Le gouvernement finlandais a décidé de loger gratuitement l'ensemble des sans-abri. Et on s'est rendu compte de quoi au bout de 2 ans ? Eh bien que la collectivité économisait 15 000 € par an et par sans-abri par rapport à la France. Parce qu'en France, les frais d'hébergement d'urgence, les frais de justice, les frais d'hôpitaux liés à la vie dans la rue coûtent énormément à la collectivité. Et donc, on se rend compte que la solidarité paye. Et ça, c'est pas des dépenses sociales courantes. Ce qu'on veut faire, c'est mettre en place un fonds qui permette justement de lancer ces investissements dans la solidarité sociale qui se révéleront rentables ensuite, parce que la solidarité est rentable. Et donc, il faut sortir de cette Europe de la moins-disance sociale. Par ailleurs, tout ça ne fonctionnera que si, justement, on rompt avec la logique du libre-échange absolu. On ne peut pas accepter que notre marché soit ouvert aux 4 vents. Karine Bécard, dernière question. Hyper courte. Raphaël Glucksmann, vous aimez les combats, vous en avez mené plusieurs. Siéger au Parlement européen, ça dure 5 ans. Vous allez siéger aussi longtemps ? Oui, je vais siéger et vous savez, moi, l'Europe, c'est le combat de ma vie et j'irai traquer à la fois avec mes colistières et mes colistiers, à la fois les lobbyistes qui dénaturent l'idée même d'Europe, mais surtout les nationalistes. Et face aux nationalistes qui vont polluer ce Parlement, il faudra des gens qui seront fermes sur les principes, fermes sur l'humanisme, fermes sur la question migratoire, fermes sur la question des libertés publiques. En fait, on entre dans une période extrêmement dure de notre existence politique. Et à ce moment-là, il faut que chacun plonge en soi et vote avec son cœur, vote avec ses tripes, vote pour ce en quoi il croit et non plus en étant otage de calculs ou d'analyses fausses. Résultat, verdict le 26 mai prochain. L'émission se termine. Merci Raphaël Glucksmann d'avoir été notre invité. Bonne campagne. Merci à toutes les trois, ainsi qu'à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique de Questions Politiques. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.